Le monde des contenus ne cesse d'avoir soif d'Europe. Je le rappelais tout à l'heure lors d'une précédente discussion, Rodolphe s'en souvient aussi puisqu'il était, me semble-t-il, à mes côtés à ce moment-là. Les streamers, notamment cet automne, ont débarqué en force sur le marché européen avec une grande soif à la fois de talent, de marché et de public, justement, qui vont avec. Ce continent Europe, il est synonyme de quoi pour vous aujourd'hui en tant que professionnel de cet écosystème, comme Lucia le rappelait? C'est un marché à conquérir, c'est un réseau de coopération, c'est un terrain de bataille à ne pas laisser aux concurrents, ou c'est une machine à réguler qui ne doit pas enfermer ses talents? Qui veut démarrer? Bien sûr. Bonjour, Ingrid Bercier de chez Arte. Arte, déjà, s'est inscrit depuis quelques années et a un réseau de partenaires neufs, ce qui n'est pas beaucoup quand on sait qu'on a 27 territoires, mais on a 9 partenaires diffuseurs européens. Mais pas que, en fait, les équipes travaillent à proximité avec les autres diffuseurs européens, que ce soit les Danois, la Suède, l'Espagne, et en fait l'importance, je dirais pas que, c'est évidemment de construire et de conserver ce réseau, d'échanger, mais les producteurs aussi locaux qui sont importants, les talents européens, mais aussi les institutions. On parle d'audiovisuel, on parle de cinéma. L'audiovisuel, c'est le documentaire culturel. C'est je vais parler de musique, de spectacle vivant et de fiction, évidemment. En ce sens, on échange beaucoup avec les institutions européennes, notamment pour les opéras, et aussi pour découvrir les talents, incuber, parce qu'on a bien compris qu'il y a une captation importante des plateformes. Et donc l'important, c'est aussi d'aller chercher les talents européens qui ont envie de travailler avec nous. Donc la coopération est pour nous importante. Et quand je dis pas que, c'est aussi les moyens qui vont avec, parce que une coopération, enfin, je pense qu'on est tous professionnels ici, on sait comment c'est compliqué de coproduire. C'est beaucoup d'échanges, ça prend beaucoup plus de temps qu'une coproduction, enfin qu'une production classique nationale. Et en ce sens, donc c'est important d'avoir aussi les moyens quand on compare les moyens des plateformes. Merci. Et on va revenir justement à ces moyens de façon très pragmatique dans un instant. Rodolphe, cette Europe, elle est synonyme de quoi pour Newen ? Pour Newen, elle est synonyme de plein de choses. Elle est synonyme d'abord et je crois pour nous tous, elle est synonyme de plus de 350 millions de spectateurs. Donc c'est un marché qui est colossal, avec des chaînes de télévision et des streamers qui cohabitent ensemble pour le moment de façon assez équilibrée et qui nous donnent des opportunités à nous, producteurs, d'offrir des programmes très divers, très variés, de plus en plus variés, puisque les attentes d'un Netflix ou d'un Amazon par rapport à celles de TF1 ou de ZDF ou de Arte ou des plateformes digitales sont vraiment très, très différentes, très éclectiques. Je crois l'Europe, c'est aussi plusieurs milliers d'années d'histoire. Et donc c'est au travers les guerres, les scientifiques, les talents, les créateurs, c'est énormément de sources d'histoire et de choses qu'on peut raconter, dans lequel à la fois les Européens, mais également les Américains et beaucoup de gens viennent puiser. Et donc je crois qu'il faut qu'on protège cette capacité à raconter et à apporter des histoires. Et puis c'est une culture de la coproduction. C'est-à-dire que depuis, ça fait des dizaines d'années qu'on coproduit des films, d'abord, je pense, des productions comme Le Guépard, Visconti, première de ces magnifiques coproductions européennes. Donc je crois qu'on a un savoir-faire, un historique de coproduction et de travail en commun qui, je suis d'accord avec toi, est complexe. C'est plus complexe de coproduire que de produire dans un seul territoire, mais c'est une source d'opportunité incroyable. Après, l'une des craintes qu'on peut avoir, c'est les contraintes que peuvent poser l'Europe. Tout à l'heure, lorsque j'entendais Lucia parler de faire circuler des œuvres, moi, c'est presque un mot qui me mérite, parce que notre métier, c'est pas de faire circuler des œuvres. Notre métier, c'est de faire en sorte que le public
soit au rendez-vous de ces œuvres. C'est de faire en sorte que les gens voient nos films ou voient nos séries télé dans les différents territoires dans lesquels on va les apporter. Je trouve que circuler, c'est pas suffisamment moteur, c'est pas suffisamment acteur de ce qu'on souhaite faire. Parfois, j'ai un peu le sentiment que l'Europe peut être une opportunité incroyable, mais aussi peut-être un frein à certaines des initiatives ou à certaines des choses qui sont critiques pour le développement de nos métiers. Est-ce que voyager serait un terme qui te conviendrait mieux ? Comment faire voyager les œuvres ? Voyager non plus, parce que il faut que les œuvres soient vues. Il faut qu'il y ait du public en salle de cinéma. Il faut qu'il y ait des gens. Moi, je suis super heureux quand HPI fait plus de 4 millions de spectateurs en moyenne sur les épisodes qui ont été diffusés en Italie, parce que c'est une façon d'exporter et de faire voir des œuvres et un savoir-faire français. Et ça, plutôt que voyager, c'est faire en sorte que les œuvres soient vues. Carole, est-ce qu'il faut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant coprod, coprod, coprod ? Coprod, comme vous l'avez dit, on est habitués, nous, Européens, à coproduire avec plein de pays au-delà de l'Europe, d'ailleurs. Donc oui, c'est une source de richesse, c'est une source de diversité. C'est quelque chose auquel on est rompu et qui permet quand même d'avoir des moyens pour produire des œuvres parfois plus ambitieuses que celles qu'on pourrait produire uniquement sur son propre territoire. Surtout, nous en France, on a encore de la chance d'avoir des partenaires qui peuvent nous accompagner dans des œuvres ambitieuses, mais il y a des territoires beaucoup plus petits qui ont énormément de talents présents, mais qui sont un petit peu contraints par la taille de leur audience nationale. Donc du coup, la coproduction devient assez naturellement une opportunité pour ces talents, ces producteurs de ces territoires effectivement s'associer à d'autres partenaires pour faire circuler et rencontrer le public de leurs œuvres plus facilement. Et on va revenir justement à une très belle initiative que vous portez avec d'autres producteurs et productrices européens, une initiative pan-européenne. Nicolas, pour vous, l'Europe, c'est quoi quand on est chez Playtime ? Je ne vais pas contredire mes prédécesseurs, mais je dirais qu'il y a une espèce de nouvelle urgence, et je ne suis pas surpris que ce thème soit abordé cette deuxième journée de l'export. Il y a une espèce de nouvelle urgence de la coproduction, en tout cas une nouvelle urgence de l'Europe. Paradoxalement, il a fallu attendre l'arrivée de streamers, de gens qui considéraient que l'Europe était un continent comme un terrain unifié, pour que nous soyons à nouveau dans l'urgence de se considérer nous-mêmes comme Européens et de se dire qu'on a 350 millions de spectateurs et pas 65 comme si on se limitait au territoire français. Et c'est le paradoxe qu'il a fallu attendre donc d'être finalement assailli dans nos modèles pour se dire ah bah oui, mais en fait on est un univers relativement homogène, ou en tout cas on peut partager un certain nombre de choses. Certes, comme vous l'avez dit avant moi, c'est plus compliqué, ça prend du temps, c'est parfois plus aléatoire, mais on est dans cette urgence-là aujourd'hui, et c'est un retour quelque part aussi en arrière, puisque dans les années 60, les chaînes publiques, avant qu'il y ait des chaînes privées à travers l'Europe, les chaînes publiques travaillaient ensemble, beaucoup, échangeaient des images. C'est elles qui ont inventé les coproductions. Il n'y avait pas de coproduction légale en France avant 64, et pourtant les chaînes européennes coproduisaient. Et ce retour de balancier, finalement, on le doit à une menace sur notre système, et je pense que c'est un aiguillon. En tout cas, on a l'air tous d'en être conscients et de remonter nos manches. Retour vers le futur, si je vous entends bien. Mais Laetitia, est-ce que ça veut dire aussi qu'on est des Monsieur Jourdain, finalement, de la coproduction européenne ? Est-ce qu'on ne le faisait pas avant, sans le dire aussi haut et fort ? Peut-être qu'on a plus besoin de le dire aujourd'hui, mais c'est vrai que l'Europe, c'est un espace de référence et c'est notre espace de référence. Enfin, c'est une réalité politique, économique et culturelle. Et on parle beaucoup des streamers, et on va sans doute encore beaucoup en parler pendant cet échange. Mais quand ils ont décidé de quitter les États-Unis, quand Netflix s'est dit que l'espace à explorer dépassait la frontière américaine,
le premier territoire où ils se sont implantés, c'est quand même l'Europe. Et je crois que me rappeler que c'est septembre 2014, me semble-t-il, Absolument. le lancement de l'offre Netflix en Europe. Et parce que cette réalité de culture et de circulation-exportation de culture au sein des 27 pays que nous sommes, ils l'avaient bien compris. Et d'ailleurs, paradoxalement, alors est-ce que c'est la peur des streamers? Mais moi, je voudrais revenir sur le rôle de ces streamers, parce que quand même, on a connu tous ici une époque où, particulièrement dans le domaine de la fiction, quand on n'avait pas de la fiction tournée en anglais, donc de la fiction américaine ou anglaise, la question de sa circulation et de sa rencontre avec le public étranger, il était très fortement posé. Et le rôle de Netflix, quand même, a été très important pour accélérer la diversité et faire qu'une série coréenne, une série espagnole, une série française peut connaître un succès dans le monde entier et rejoindre un public qui est très très loin de la France. Donc leur rôle par rapport à tout ça, aujourd'hui on se positionne par rapport à eux, mais moi qui ai vécu le avant, quand je vendais Engrenage, les États-Unis étaient un territoire absolument impensable puisque c'était tourné en français. Netflix a acheté cette série et l'a proposée au public américain. Et ensuite, ça a beaucoup accéléré les choses. Donc, ils ont vraiment eu un rôle d'accélérateur et qui nous permet aujourd'hui, quand même, de parler fortement de coproduction parce qu'il y a un intérêt pour toutes les créations, quelle que soit la langue qui est parlée et quels que soient les auteurs qui ont travaillé dessus. Oui, une locomotive, si j'entends bien, de l'évangélisation, de l'opportunité de pouvoir offrir des séries en langue étrangère, différente, dans un marché qui ne la parlerait pas de façon native, mais qui veut s'y intéresser quand même, avec l'appui, j'imagine aussi, du sous-titrage d'un côté, ou du doublage également. Oui, mais la question du sous-titrage, encore une fois, il y a moins de 10 ans, une série, même sous-titrée, il y avait beaucoup de pays pour lesquels elle n'était pas accessible. Quand on pense que Laetitia, la mini-série de fiction de France Télévisions réalisée par Xavier de Lestrade, est diffusée sur HBO, c'est quand même, pour nous tous, une révolution, et une révolution assez récente. Alors, on a eu la chance avec Carole d'avoir une très très belle expérience sur un projet qu'on avait mené en commun qui s'appelle Les Revenants. Et on avait eu le bonheur d'avoir pour la première fois en Angleterre Les Revenants diffusés en sous-titré sur une chaîne ancienne. Donc c'était déjà une belle innovation il y a 5, 6, 7 ans. Plus. Un peu plus, oh là là. Oui, mais on a perdu 2 ans dans cette histoire-là, donc ne vous inquiétez pas, on peut refaire les décomptes. Justement, avant d'entrer dans ces questions vraiment évidemment prédominantes de financement, notamment de ces alliances pan-européennes, je voudrais revenir back to the basics, si j'ose dire, revenir à la façon dont on articule des coproductions aujourd'hui. J'imagine que chacun et chacune d'entre vous a une valeur ajoutée sur cette chaîne et cet écosystème de la coproduction. Comment est-ce qu'on coproduit aujourd'hui de façon pan-européenne? Carole, par exemple. Enfin, ça n'a pas vraiment changé, je pense. Il y a les coproductions officielles, il y a les coproductions en télé qui sont presque un peu plus fluides parfois et plus simples, où il s'agit d'agréger plutôt 2 chaînes. Mais donc, la manière de travailler n'a pas du tout changé, en fait. Et ces 2 dernières années non plus n'ont pas finalement fait accélérer peut-être certains modèles de coproduction ou changer les méthodes même de travail? Ingrid, peut-être? C'est vrai que de notre côté, on a beaucoup de coproduction. On parle d'accessibilité, donc, et en fait, c'est surtout que des partenaires qui n'étaient pas dans notre ADN de départ se sont agrégés au financement. On voit bien sur No Man's Land, il y a des partenaires en fait au final comme Hulu notamment qui se sont intégrés au financement. C'est des séries ambitieuses et c'est vrai que je pense qu'il y a quelques années l'articulation en tout cas et le schéma des droits et le découpage des couloirs de diffusion, c'était beaucoup moins complexe et en fait on a réussi à être créative aussi sur les négociations et l'intégration des partenaires dans nos coproductions.
Mais c'est grâce... Enfin, vraiment, je pense que c'est grâce aussi aux échanges qu'on a. Et pour moi, enfin, pour Arte, en tout cas, ce qui est très important, c'est d'intégrer en amont tous les partenaires. Mais dès le démarrage du développement, que ce soit les distributeurs, que ce soit les producteurs, mais aussi les talents, puisque les talents, quand on coproduit, il y a une notion d'éditorialisation. Donc il faut mettre les gens autour d'une table et discuter et se mettre d'accord sur comment on va faire évoluer le projet, ne pas perdre l'ADN du projet aussi. Et puis après, c'est comment tout le monde est capable de ne pas perdre son business, quoi. Absolument. Charité bien ordonnée commence très souvent par soi-même. Laetitia, justement, est-ce que ces 2 dernières années ont permis, là aussi, comme le disait Ingrid, peut-être de mettre un peu plus de rationalité dans ces coproductions? Chacun sait où il va, quand il doit aller, où il doit y aller, et ça fait des œuvres aussi, des séries qui sont distribuées ensuite de façon plus effective, peut-être, plus efficace même. Oui, alors nous, dans le groupe Robin & Co, notre façon d'aborder les choses, c'est que nous, on est très focalisés sur les talents. Donc pour nous, la coproduction, le point de départ, c'est pas forcément 2 sociétés de production qui ont envie de faire quelque chose ensemble. C'est des scénaristes qui ont une envie de travailler ensemble et de se compléter sur des points de vue et d'arriver à échanger pour créer un projet qui ensuite fédérera des partenaires producteurs et éditeurs qui sont situés dans cet espace géographique qui est l'Europe. Mais notre point de départ, c'est la rencontre des talents. Donc je dis des scénaristes, ça peut être réalisateurs ou des comédiens, puisque c'est aussi quelque chose qui est aujourd'hui de plus en plus facile. Mais nous, notre prisme, il démarre toujours à ce niveau-là. Et après, de trouver les sociétés de production qui puissent être attachées à ce projet. Alors après, nous, on a choisi en termes d'entreprise de faire un move vers un groupe européen, français d'abord, c'est très important pour nous, installé en France, mais qui a des filiales dans un certain nombre de pays, et notamment européens, et de construire ça de cette façon-là. Mais je dirais que c'est un peu le grand écart entre ce point de départ qui est très, très talent, et après une dimension de business avec une fédération de producteurs qui se situe dans différents pays. Absolument. Rodolphe Buet, chez Newen, comment est-ce qu'on aborde aujourd'hui ces questions justement de coproduction? Est-ce qu'encore une fois, les 2 années qu'on vient de passer permettent d'être plus rationnels et plus efficaces? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais dissocier ce qui est coproduction financière de ce qui est coproduction artistique, oui, parce qu'on parle de coproduction et c'est important de se dire il y a des coproductions qui sont purement financières, et donc l'Europe, un certain nombre de systèmes existants dans chacun des territoires nous permet d'avoir accès sur des productions principalement françaises ou principalement allemandes ou principalement hollandaises, à des financements qui vont nous permettre de produire des programmes de plus grande qualité avec plus de production value. Et je dirais que ça, c'est un métier d'optimisation financière qui n'est pas trop complexe et qui nous permet d'avoir des programmes plus intéressants. Ensuite, il y a le sujet de production artistique, et je dirais que là-dessus, on n'est pas très éloigné de ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que on a la chance, nous, de faire partie d'un groupe européen dans lequel on a des sociétés de production en Allemagne, en Hollande, en Belgique, dans les territoires nordiques, en Angleterre, si on considère que l'Angleterre est encore européen, en Espagne. Et donc, un de nos gros savoir-faire, c'est de faire travailler ces gens en commun, c'est de faire en sorte que les IP du groupe, donc tous les catalogues qu'on représente depuis des dizaines d'années, puissent être des sources d'histoires, d'idées, de remakes. Donc on cultive énormément le travail en commun de l'ensemble de nos sociétés de production pour faire en sorte que des projets aboutissent. Et puis ensuite, comme tu le disais, Émilie, il y a un travail excuse-moi, Ingrid, pas Émilie. Il y a vraiment un travail qui est important de faire en sorte que les talents se rencontrent. C'est-à-dire que une coproduction ne peut pas être une coproduction forcée. Une coproduction n'est qu'une coproduction où les talents, à l'écriture, à la réalisation, vont créer de la valeur, vont créer une histoire qui a du sens, qui fait du sens pour les spectateurs et qui seront des succès d'audience
à l'avenir. Mais je crois que il y a pas de, je ne sais pas si au cours des... Je suis assez d'accord avec Carole là-dessus, il n'y a pas de grosses modifications depuis 2 ans. Il y a plus de moyens possibles. Et puis, je pense que, pour rejoindre le sujet des streamers, les streamers ont accéléré un phénomène. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'effectivement, Casa del Papel pouvait être un succès mondial, que Squid Games pouvait être un succès mondial, que Arsène Lupin... Et tout d'un coup, on a des diffuseurs aux États-Unis qui se disent mais nous aussi, on a aussi des relations avec Hulu, avec Sundance Now, qui sont des gens qui nous apportent beaucoup plus de moyens qu'ils nous en apportaient il y a 2 ans. Et donc c'est cet élément-là qui a fait que le monde a changé sur les 2 dernières années. Dans la façon dont nos producteurs travaillent ensemble, il n'y a pas eu énormément d'évolution. Avant de retourner vers Nicolas pour savoir comment ça impacte sur son métier d'exportateur, je voulais revenir sur ce point, justement, si j'ose dire, UK, puisque justement, oui, ça change la donne, pour le coup, notamment en matière de coproduction financière, quand il s'agit d'aller, justement, pouvoir bénéficier des fonds européens, notamment du programme Média, dont Lucia Recalde est une des meilleures représentantes, comme elle l'a rappelé tout à l'heure. Oui, ça change la donne. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on fonctionne, alors même s'il y a encore quelques semaines de flou sur la façon dont le UK est partie prenante, bénéficiaire et à la fois aussi débitrice des fonds européens. Concrètement, aujourd'hui, vous abordez ces questions-là comment ? Quand vous avez une coprod pan-européenne, pan-Union européenne, si j'ose dire, à pouvoir monter avec des coproducteurs et coproductrices membres de l'Union européenne, c'est une chose, mais comment est-ce qu'on juge aujourd'hui le statut de l'Angleterre dans ces coproductions ? Est-ce qu'on les met à part ? Est-ce qu'on sait qu'on peut quand même jouer dessus ? Oui, mais à quelques tiroirs caisses, si j'ose dire, près. Comment ça fonctionne de façon très pragmatique, Carole ? En fait, nous, on travaille sur des coproductions avec des Anglais depuis plusieurs années maintenant. Et donc, l'évolution du statut de l'Angleterre n'a pas fondamentalement changé les choses. Est-ce qu'à l'avenir, ça va devenir plus compliqué ? Ça, j'aurais bien à peine à répondre à la question. Mais pour l'instant, ça n'a pas... et notamment en matière de télé, parce qu'en matière de cinéma, de toute façon, ça a toujours été très compliqué de coproduire avec l'Angleterre. Donc, finalement... ça ne change pas grand-chose. Donc il y a vraiment encore une possibilité de développer ensemble, de s'associer autour de plateformes ou de chaînes pour produire des séries. Donc ça reste. Mais je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit tous les deux sur la coproduction. En fait, oui, ça s'est complexifié, il y a plus de séquençage de droits, de partage de droits, mais la vraie question, une des questions à mon sens, c'est est-ce que ces plateformes avec qui, pour l'instant, par exemple, sur No Man's Land, on a réussi à associer Arte ou Hulu, est-ce que ces plateformes vont vouloir continuer à partager les droits ou est-ce qu'elles vont vouloir une exclusivité ? Et est-ce que ça ne va pas réduire justement à un moment donné la place des coproductions ? Et ça, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre, mais qui, à mon sens, est importante parce que c'est vrai que c'est des plateformes qui, dans le cas de Hulu, n'avaient pas encore de diffusion en Europe. Est-ce qu'elles vont étendre leur champ de diffusion ? Est-ce que c'était une stratégie pour justement mettre un pied en Europe de la part même de Netflix, qui a coproduit pas seulement avec Arte, mais avec d'autres chaînes hertziennes ? Et est-ce que dans les mois, années qui viennent, est-ce que c'est des entités qui voudront absolument garder l'exclusivité et où il n'y aura plus du tout de coproduction possible ? C'est un point peut-être qui, en tout cas... C'est la grande question du côté des diffuseurs, en effet, Ingrid. Je rebondis parce que c'est vrai que le sujet actuel, c'est beaucoup les talents et la captation des talents. Et c'est vrai que je pense que c'est dans notre manière de gérer les projets, d'échanger, d'être constructif sur les projets, qu'on doit donner envie aux talents de venir vers nous. On a produit Anna récemment et c'est vrai que c'est un auteur, Nicolas Maniti, qui est venu vers nous et qui avait réalisé Il Miraculo, qui avait envie encore de travailler avec nous. Et je pense que c'est vraiment, et je rejoins Laetitia, la base, c'est le projet, comment on l'accompagne, quelles sont les discussions, et ensuite on construit le montage financier, et peut-être que ça va nous préserver le fait d'avoir ces talents et qu'ils aient envie de travailler avec nous. Enfin, je l'espère.
Et on va revenir en détail évidemment sur vos initiatives, juste pour justement aller voir de l'autre côté de la chaîne de valeur. Comment ça se passe avec Nicolas et avec Playtime, encore une fois, côté exportateur et exportatrice. Quand vous venez avec une proposition justement d'œuvres, de films, de séries, de documentaires, d'animation, où il y a une coproduction forte pan-européenne, c'est un argument de vente? Je me situerais déjà un peu en amont, c'est-à-dire que là vous êtes déjà sur un projet qui est déjà financé. Si on se pose la question de la coproduction, c'est qu'on est déjà en amont. Et en fait, je pense que la manière dont Carole formule la problématique de l'alternative en fait que représente la coproduction par rapport aux streamers. En fait, c'est ça la vraie nouveauté peut-être des 2 dernières années. Si on allait la chercher, c'est peut-être pas dans les méthodes ni même dans la recherche peut-être du public, mais c'est vraiment dans la prise de conscience que c'est l'alternative dans laquelle on se retrouve. Et nous, en étant en amont sur les projets, en cherchant pour les producteurs à les financer, on se retrouve véritablement dans ce choix de soit un partenaire mondial avec un financement assuré, soit, et c'est nouveau, puisqu'encore une fois, encore il y a quelques années, ils ne s'intéressaient pas tellement à nous. Mais maintenant, oui, ils sont capables de faire des propositions, dans certains cas, où ils se proposent de financer la série ou le cinéma dans leur intégralité, et la question de la coproduction ne se pose pas. Et l'alternative, et en fait la grande alternative, aujourd'hui, c'est à partir d'une certaine ambition de projet, cinéma ou télévision, on se retrouve dans la question de la coproduction. Alors c'était déjà le cas avant, sauf que maintenant on a d'un côté soit le streamer qui prend le monde, soit notre marqueterie à l'ancienne, qui est celle de la coproduction, avec tous les aléas que ça comporte et la difficulté parfois qu'il y a à harmoniser et les désirs et les législations. Et aujourd'hui, c'est ça la problématique dans laquelle on est. Et lorsqu'on est en amont sur un projet et qu'on se pose la question de son financement avec les producteurs, c'est ça la carte qui se dessine. Et comment va se dessiner cette carte à l'avenir? C'est la question que pose Carole, c'est la vraie question. Et là, je crois que le débat dit la France au cœur des réseaux européens. Et c'est sûr que la position de la France est un peu particulière en ce sens où il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup des instruments de politique publique qui permettent la coproduction. Donc évidemment, dans l'alternative d'un côté streamer et de l'autre coproduction, dans la partie coproduction, la France est présente. La France est un gros pays européen, encore une fois avec des dispositifs de politique publique très importants et des acteurs. Et vous voyez ici, je suis très impressionné d'être parmi des sociétés beaucoup plus importantes que Playtime, qui sont à même de financer et d'être une alternative. Ça ne veut pas dire non plus, et je mesure mes propos, ça ne veut pas dire non plus que le choix de travailler avec des streamers est mauvais, bien au contraire. Et ça nous est tous arrivé, et on est tous très fiers, et on le rappelle en disant nos faits d'armes d'avoir travaillé avec tel ou tel studio digital. Donc, en revanche, si la question est vraiment celle de la coproduction, la survie de la coproduction dépend aussi de notre capacité à inventer, réinventer en permanence, d'adapter les dispositifs réglementaires à l'absence de coproduction, qui est le fait de travailler avec un streamer à partir d'un certain niveau d'ambition. Voilà. Laetitia. Oui, non, pour rebondir, mais en fait, ce qui est formidable aujourd'hui, c'est qu'on a le choix. Et vous avez prononcé ce mot choix. Aujourd'hui, quand en audiovisuel, en série, quand on monte une série, on a en gros une série ambitieuse, donc qui coûte assez cher pour chaque épisode. On a 2 options, mais 2 options qui sont possibles, qui est de monter avec un diffuseur national historique et une plateforme, en alternant des fenêtres. C'est possible aujourd'hui chez pratiquement tous les diffuseurs, même France Télévisions. On se souvient que Delphine Ernotte-Quincy avait une position assez dure sur le sujet et qu'elle a évolué. Mais c'est très bien qu'elle a évolué parce que le marché a évolué, donc elle n'est pas restée rigide, elle s'est adaptée. Il y a aujourd'hui des associations qui existent entre France Télévisions et Amazon ou Netflix, donc c'est une possibilité, ou alors de le monter différemment avec un partenaire européen, ou plusieurs d'ailleurs partenaires. Et en fait, c'est nous qui faisons le choix. Et quand même, d'avoir la possibilité de choisir, et donc d'être désiré quant à l'offre de programmes que l'on propose, c'est quand même assez récent.
C'est donc cette position fondamentale qui a changé, le fait, encore une fois, d'être mis en position de pouvoir choisir, alors qu'avant, finalement, les systèmes de financement étaient plutôt imposés. Alors, moi j'ai envie de poursuivre l'histoire et de dire donc il y a monter des coproductions ou des cofinancements, c'est effectivement on a le choix aujourd'hui et c'est plus facile que ça ne l'était. Le vrai enjeu pour moi à nouveau c'est rencontrer le public. Et ce que je trouve intéressant dans les coproductions lorsqu'on peut les monter ou lorsqu'on a des partenaires de distribution avec lesquels on travaille très en amont, c'est de s'assurer que ces partenaires, à partir du moment où ils ont ce que les Américains appellent skin in the game, c'est-à-dire qu'ils sont engagés, et on le voit sur les coproductions de l'Alliance, quand France Télévisions, la RAI, ZDF s'engagent sur un programme, ils ont un tel niveau d'investissement que derrière, ils mettent énormément de budget marketing pour promouvoir les séries qu'ils ont coproduites et cofinancées pour qu'elles soient vues dans leur territoire. Lorsque je travaillais chez Studio Canal, on avait la chance d'avoir des pays, on avait des sociétés de distribution en Allemagne, en Angleterre, en Australie, et un de nos plus par rapport à nos concurrents, c'était d'être en mesure, autour d'un film, d'un projet, de mobiliser des moyens marketing qui créent l'envie d'aller voir ces films dans les salles de cinéma, donc qui créent un socle marketing qui était suffisamment important en termes de moyens, en termes d'outils, en termes de moyens investis de création, pour faire en sorte que le socle marketing existe. Et je crois que ce qui est très important aujourd'hui dans la coproduction, c'est ça, c'est d'avoir des partenaires impliqués qui non seulement financent les œuvres, mais qui ensuite se donnent les moyens que ces œuvres soient vues. Et aujourd'hui, nous, en tant que producteurs, parce que moi j'ai la double casquette producteur et distributeur, l'un de nos gros enjeux, c'est de faire en sorte que si je vends à Netflix, c'est génial, j'ai financé, je prends mes overheads et puis un petit peu de plus si je peux dans ma négociation, mais ça s'arrête là. Est-ce que les programmes seront vus ? Si Netflix a envie qu'ils soient vus, ils seront vus. Si Netflix n'a pas envie qu'ils soient vus, ils ne seront pas vus. Lorsque je vends un programme très cher à la ZDF ou à Rai Uno, je sais que ils vont vouloir rentabiliser leur investissement et donc investir en marketing pour que ces œuvres, à minima, rencontrent un très gros public ou un public suffisamment important pour que potentiellement je fasse une saison 2, une saison 3, une saison 4. Donc l'enjeu marketing, notre capacité à maîtriser la communication vers les publics est importante. Ce qui est une donnée fondamentale, mais si je puis me permettre de renchérir sur la proposition de Nicolas et ce choix fondamental qui désormais vous est offert entre ces coproductions internationales ou l'alternative streamer, c'est aussi une chance parce que quand on produit de la série, on manage, si j'ose dire, on maîtrise sa propre chronologie des médias. Ce n'est pas forcément le cas pour d'autres types d'œuvres. Seraient-elles cinématographiques, n'est-ce pas ? Qui veut répondre à cette question ? Ne vous précipitez pas, vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette maîtrise-là de la chaîne de valeur qui est complètement différente, Rodolphe ? Elle est pas différente sur les produits. En fait, il y a deux sujets. Il y a le sujet de la chronologie médiale, l'impact que ça peut avoir, et puis la dérégulation du marché qu'on connaît déjà, qu'on va connaître encore plus avec ces plateformes qui souhaitent internaliser les programmes et donc qui, à un moment donné, vont se poser la question de est-ce que le petit village gaulois français qui m'interdit de sortir un film majeur que j'ai produit 17 jours ou 6 semaines ou 8 semaines après sa sortie en salle, est-ce que ce petit village gaulois, je vais vouloir le protéger ou pas ? Moi, je pense qu'ils ne voudront pas le protéger. Et donc, on va être confronté à une situation où un certain nombre de films sortiront en salle de cinéma dans des territoires dans le monde, aux États-Unis et pas en France. Et ça, c'est un vrai sujet pour notre métier. Et puis ensuite, il y a le sujet de chronologie des médias, de nos productions à nous. Et si majoritairement les films qu'on produit en France ou en Europe ont vocation à sortir en salle parce que l'économie fait du sens pour que ces films sortent en salle, et puis parce que nos talents ont envie que les films soient vus sur grand écran plutôt que sur petit écran, ça sera à nous de faire ce choix et de prendre ces décisions-là. Je dirais que il y a deux sujets. Il y a le sujet des films qui arrivent de l'extérieur, donc les importations du cinéma sur le territoire français, et puis ensuite il y a de quelle façon nous, producteurs européens, distributeurs européens, on va accompagner la création de valeur et le type de visionnage que l'on souhaite ou que nos talents souhaitent. Une question de choix à nouveau, si j'entends bien, Laetitia.
Oui, en l'occurrence, on est un certain nombre sur cette scène à faire de l'audiovisuel et du cinéma, mais quand même, l'objet de notre discussion, depuis le début, c'est l'audiovisuel. Parce que la maturité de marché qu'on a en audiovisuel, hein, c'est tarte à la crème, mais ça reste toujours la même chose, on l'a clairement pas en cinéma. Moi, c'est un univers que je découvre seulement depuis 2 ans, puisqu'on est producteur de long métrage dans le groupe. Aujourd'hui, les réflexions d'ouverture, de circulation, de faire en commun, je l'ai toute la journée sur nos séries audiovisuelles et ce que nos producteurs audiovisuels, les projets qu'ils portent, mais très clairement en cinéma, je pense que la démarche que l'on a, elle est la même qu'il y a 10 ans, 20 ans, et elle reste très centrée sur la France. Et elle n'arrive pas à dépasser cette réflexion. Alors, c'est pas un jugement, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est comme ça. Après, question export, on a réussi à donner une nouvelle dynamique grâce à Unifrance qui rassemble l'ensemble de la création. Ça, c'est dans à la fin du parcours créatif, quand les productions existent. Mais en tout cas, si je me place plus en amont sur le cinéma, je reste dans une réflexion qui est franco-française. Est-ce que ça veut dire que, et Ingrid évidemment, réagissez à cette réponse si vous le souhaitez, à cette question plutôt, est-ce que ça veut dire que du coup, on a bien compris qu'on est parti du même écosystème. Est-ce que l'une famille peut apprendre à l'autre, justement, peut s'inspirer, peut essayer d'aller chercher des solutions? Laetitia et Ingrid. Ingrid d'abord, du coup. Alors déjà, je voulais juste rebondir sur ce que disait Rodolphe, sur le marketing, la communication, c'est évidemment primordial. Évidemment, c'est lié aussi aux moyens, et je parle en tant que chaîne, aux moyens qu'on a, et quand on compare les moyens de Arte et les moyens d'une plateforme, on est vraiment sur une autre planète. Mais nous, on défend vraiment l'attribution. L'attribution, c'est primordial. Il faut pas qu'on perde notre... On a été à l'initiative du projet avec évidemment les partenaires. Hein. Quand je dis l'initiative, j'englobe tous ceux qui ont contribué à ce que le film existe, et la visibilité est extrêmement importante. Donc voilà, je pense que c'est super important, la communication et le marketing. Je reviens aussi sur le cinéma. Alors nous, on a la filiale cinéma, et alors je ne vais pas parler de chronologie, mais il y a des initiatives, et c'est vrai que les initiatives qu'on a menées, c'est notamment le Grand Accord Cinéma, qui permet en fait dans un comité d'échanger les projets, de recevoir les projets. Il y a tout un système d'accueil qui a été organisé pour permettre à n'importe quel partenaire talent de déposer un projet et qu'il soit analysé objectivement. Donc, ce qui permet aussi à des jeunes créateurs d'émerger. Et puis, on parle de chronologie. Alors, je ne réponds pas forcément à la question que vous avez posée, je suis désolée. Mais j'en profite. Il y a la chronologie de cinéma, mais c'est vrai que du côté de l'audiovisuel, moi, ce que je tiens particulièrement, c'est qu'on n'ait pas de chronologie sur l'audiovisuel et qu'on garde une souplesse sur les négociations. Pour moi, un projet, c'est un projet unique et donc une négociation unique. On ne peut pas avoir un modèle commun pour chaque programme. Enfin voilà, je trouve que c'est extrêmement important d'avoir ça en tête. Et nous l'avons bien en tête. Merci infiniment. Nicolas. Je sais pas par quoi commencer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. C'est dur la synthèse. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais pour une fois, je vais être un peu en désaccord. Comme ça fera un peu un débat. Et autant Laetitia, on ne se connaît pas, mais autant vous m'avez ôté les mots de la bouche quand vous avez parlé des problèmes de langue, et quand je disais l'aiguillon, oui, les streamers ont fait sauter cette espèce de barrière qui a traversé ma carrière, toute ma vie. On m'a dit les sous-titres, les doublages, les machins, c'est pas possible, etc. Tout d'un coup arrivent les Américains qui disent c'est quoi le problème? Donc bon, ça on était entièrement d'accord. En revanche, quand vous dites qu'il y a une forme d'immaturité du cinéma, là je suis obligé de vous dire pas tout à fait malgré tout. Pas tout à fait, puisque en fait la coproduction audiovisuelle est très récente. Je faisais un petit cours d'histoire en disant avant 64, il n'y avait pas de producteurs privés en France, et donc c'était les chaînes entre elles, les chaînes publiques entre elles qui coproduisaient. Mais ensuite, dans les années 80, quand arrivent les chaînes privées, on se passe complètement
de la coproduction européenne. La coproduction disparaît, ça n'existe plus. Pendant ce temps, le cinéma continue à coproduire. Bon, certes pas comme aux grandes années des accords franco-italiens et du Guépard, etc. Mais la France est le pays de la coproduction française. Et donc, la coproduction de cinéma, elle est extrêmement mûre, et Carole pourra en témoigner, on a fait des films ensemble, on a fait tous des copros, enfin, c'est la richesse du cinéma français que d'accueillir le cinéma du monde entier et de le coproduire en France. La question que vous posez, c'est est-ce qu'on a les mêmes choix en cinéma aujourd'hui en production que l'alternative que je proposais tout à l'heure, enfin que sur laquelle on était tous d'accord, savoir d'un côté on a la coproduction et de l'autre on a éventuellement un streamer. C'est vrai que la question est plus compliquée, en France en tout cas, à cause de la chronologie. Mais la chronologie ne doit pas couvrir de sa complexité, ne doit pas nous empêcher de réfléchir à, d'un côté, la diversité, et de l'autre, le fait de trouver le public. Autrement dit, la chronologie des médias est surtout là pour protéger la salle. Mais ce n'est pas une garantie de diversité. Et je vais vous donner un exemple. Et ce n'est pas non plus une garantie de financement. Loin de là. Donc, pour la garantie de diversité, j'ai produit cet été un film que j'étais bien incapable de produire en France, non pas à cause de la chronologie des médias, c'est parce qu'en France, les films de genre ne trouvent pas leur public en salle et n'ont pas forcément des diffuseurs qui sont prêts à suivre. Et en revanche, on trouve une coproduction américaine avec un streamer, mais un studio américain, un studio digital, qui lui est pris à prendre le risque. Donc, chronologie des médias n'est pas diversité. En tout cas, c'est un film qui n'aurait pas pu se produire en France, avec ou sans la chronologie des médias. La deuxième chose, c'est le financement. C'est sûr qu'en France, on se retrouve dans une situation où, du fait de la chronologie des médias, on a une certaine timidité de nos partenaires streamers, puisqu'ils disent, oui, mais si j'ai un film, je rentre dans un film et que j'ai pas accès avant, s'il sort en salle et que moi j'ai 36 mois, dans l'ancienne version, 36 mois à attendre, ça m'intéresse pas le cinéma. Et je vais faire que de la télé, puisque je ne suis pas... Certes, mais là encore, c'est quoi l'objectif ? Si la question, c'est celle qu'on se pose de financer des œuvres, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Est-ce que toutes les œuvres sont destinées à la salle ? Je vous ai donné l'exemple de mon film de genre, il n'était peut-être pas destiné à la salle française. Et il n'est sans doute pas destiné à la salle française. Donc, c'est sûr qu'on est peut-être désavantagé à l'inverse, non pas en termes de production ou de coproduction, parce que encore une fois, je ne pense pas que ça nous empêche d'avoir accès sur des œuvres qui seraient donc des unitaires, comme on appellerait ça avant, des unitaires qui partiraient sur les streamers. En revanche, et c'est ce que suggérait Rodolphe, en revanche, la chronologie des médias peut nous empêcher d'avoir en salle des films qui sortent en salle ailleurs. Ça, c'est possible, effectivement. C'est le biais de la chronologie des médias, mais qui n'est pas, encore une fois, la question n'écrase pas celle ni de la diversité ni du financement. Parfait résumé, s'il en est. Et sortie et dégagement, justement, pour pouvoir nous permettre de continuer ces débats. Je vous précise que dans quelques minutes, je vais ouvrir bien évidemment les questions à cette salle. Si vous avez une question pour nos invités, vous savez qu'il faut juste vous téléporter, si j'ose dire, à l'arrière de cette salle où des micros vous attendent pour que vous puissiez vous exprimer et adresser justement toutes ces questions et engager le débat avec nous. Je voulais revenir sur deux initiatives, notamment une très spécifique avec vous, Carole, puisque vous venez de former The Creatives avec 8 autres producteurs indépendants. C'est un label, cette fois-ci, pan-européen, pour partager les informations, les talents, les projets. Et le premier fait d'armes, si j'ose dire, c'est une signature avec Fremantle pour pouvoir développer et financer vos projets audiovisuels pendant 3 ans. L'ai-je bien dit ? Oui, tout à fait. Absolument. C'est un accord qui nous permet... En fait, le constat qu'on a fait, justement, en ayant cette analyse du marché globalement, c'est que on était des indépendants et on tenait à notre indépendance parce que c'est comme ça qu'on estime, en tout cas, faire ce qu'on fait et le faire le mieux possible. En revanche, dans un marché qui se concentre terriblement et qui devient de plus en plus complexe, technique aussi, et où des rapports de force sont pas forcément en notre faveur, on a imaginé un schéma où on serait seul mais à plusieurs, c'est-à-dire indépendant à plusieurs, en partant d'affinités électives, c'est-à-dire
de camarades producteurs dans d'autres territoires avec qui on avait déjà des expériences de coproduction, souvent cinéma d'ailleurs, mais aussi télé, et avec qui on savait qu'on pouvait bien travailler ensemble. Donc l'idée, ça a vraiment été de se réunir pour, comme vous dites, échanger de l'information, créer un écosystème qui soit aussi très tourné vers les talents et qui puisse permettre aussi, comme vous le disiez, de donner à des talents l'envie de rester eux aussi indépendants et de pas forcément aller signer des années d'exclusivité avec des plateformes. Et le fait d'armes, entre guillemets, enfin, ça a toujours été l'objectif, c'était de financer un peu cette croissance et ces développements dans un accord qui nous préservait notre liberté. Donc c'est pas un accord qui nous oblige à faire tous nos projets avec Fremantle, c'est un accord qui nous permet de financer certains projets sur une durée qu'on a voulu circonscrire à 3 ans et qui nous permet de travailler avec d'autres partenaires. Donc c'était vraiment l'idée de préserver cette indépendance en se donnant des moyens à la fois financiers et des moyens de coopération avec des producteurs. Alors on s'est appelé Creatives d'une part par rapport à cette proximité qu'on a avec les talents, mais parce qu'on estime être des producteurs qui sommes justement oui, créatif, c'est pas un gros mot pour un producteur, parce que justement ce qui nous intéresse c'est le contenu et pas forcément uniquement la partie et en revanche ça n'exclut pas, et c'est aussi pour ça qu'on s'est rassemblés, de vouloir au maximum préserver nos IP, nos droits, puisque c'est comme ça aussi qu'on a pu, on est tous des producteurs et des productrices qui avons, je sais pas, entre 15 et 20, 25 ans d'expérience, et si on a pu garder nos sociétés telles qu'elles sont, c'est parce qu'on a pu aussi vivre d'un catalogue qui nous rapporte chaque année des droits, et donc cette notion de droit est fondamentale et qui est évidemment très compromise dans certains deals avec les studios numériques, pour reprendre l'expression de Nicolas. Donc c'est vrai que c'est aussi en étant plus nombreux, plus forts, et en étant épaulés dans certains cas par un acteur comme Fremantle qu'on peut essayer d'être plus maître de nos droits. Et puis il y a aussi cette idée de partage d'informations, de talents, de réseau. C'est une des questions qui revient assez souvent sur la scène de débat européen, notamment avec la DG Connect sur les European Film Forum, que j'ai l'honneur aussi de présenter et sur lesquels j'officie, donc c'est pour ça que c'est très frais dans mon esprit. Cette idée de se dire qu'il n'y a pas de base de données pan-européenne ou encore européenne qui permet de centraliser toutes ces infos-là. Est-ce que dans la démarche de The Creative, c'est quelque chose qui peut permettre de servir d'exemple pour d'autres partages d'infos sur les données des entrées, par exemple, sur les données aussi des proportions de deals avec certains streamers, sur les talents dont on sait qu'ils peuvent peut-être se retrouver dans une production en français, en anglais, mais aussi en italien, en napolitain et pourquoi pas en espagnol. Là aussi, ça sert de levier, d'exemple, de vitrine pour ce qui est possible de faire de façon pan-européenne. L'information, elle est fondamentale, c'est vrai, dans nos métiers, de savoir qui fait quoi, comment, combien. Donc c'est sûr qu'entre nous, en tout cas, on a pour objectif de se donner autant d'infos qu'on peut, et à titre évidemment confidentiel dans le groupe conforme. Après, est-ce que ça peut être étendu à des bases de données ? Ça, je ne sais pas, mais j'ai pas suivi ce débat. Mais en tout cas, c'est sûr que plus on aura d'informations disponibles, à commencer par les données et par la diffusion de nos œuvres sur les plateformes, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est sûr qu'on a beaucoup de choses à gagner à acquérir de l'expérience grâce à ces informations, mais on n'a pas de... C'est un vrai sujet. Je dirais que, alors nous, on a la chance, quand on fait partie d'un groupe comme Newen et TF1, on a suffisamment de moyens pour pouvoir acheter pour nos producteurs et pour nos partenaires Rentrack pour suivre les entrées salles dans le monde entier, pour pouvoir avoir accès à des informations médiamétrie, pour acheter auprès de médiamétrie à nouveau les panels digitaux qui nous permettent de savoir sur l'extrapolation d'un panel un peu important combien de streams ont été faits sur télé. Mais aujourd'hui, on voit que pour des producteurs qui sont indépendants, alors je ne sais même pas d'ailleurs si vous avez accès à ces informations, Carole, au sein de The Creative, mais c'est vrai que pour des plus petits producteurs, ils travaillent vraiment de plus en plus à l'instinct, puisqu'ils ont peu d'informations, et ça c'est un support que l'on peut attendre de Unifrance ou que l'on peut attendre de The Creative Europe, parce que je crois que comprendre les attentes des spectateurs, voir comment ils réagissent, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, c'est très important pour un producteur, c'est très important pour un distributeur, mais c'est aussi super important pour
pour un créatif, pour savoir si oui ou non il parle à ses spectateurs. Donc je crois que ça, c'est un des gros besoins qu'on va avoir. Et je crois qu'il y a des métiers, on voit le métier de la musique, par exemple, les producteurs de musique qui vivent connectés en permanence à leurs applications qui leur permettent de savoir exactement combien de streams sont faits sur Spotify, sur Apple+, nous, dans nos métiers, aujourd'hui, on reste vraiment dans le monde ancien, c'est-à-dire qu'on sait combien fait d'audience une série sur Arte ou sur TF1 ou sur ZDF ou sur la Rai, mais on est encore dans un flou absolu sur les performances de nos productions sur les plateformes digitales ou sur nos partenaires, avec nos partenaires digitaux. Et on est sur un marché, j'ose ce terme de marché, qui est quand même extrêmement data-driven, donc à un moment, si on n'a pas les données, on risque d'être un petit peu perdu. En effet, je vois quelqu'un qui est à proximité d'un micro au fond de cette salle. Ai-je bien vu? Souhaitez-vous poser une question, monsieur? Non, vous prenez des notes. Vous ne voulez pas poser de questions à nos invités. C'est dommage. C'est dommage. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait poser ou adresser une question à nos invités sur ce panel? Et dans ces cas-là, on va essayer de pouvoir tendre un micro pour vous prêter une voix. Non, toujours pas. Ok, je poursuis mes questions donc. L'importance de la donnée, justement, elle est fondamentale parce que, au cœur de ces nouvelles stratégies d'alliance de réseaux européens, pan-européennes, c'est aussi ce qui se joue, le futur de ces écosystèmes, le futur de ces industries de création de contenu, qu'elles soient cinématographiques ou qu'elles soient audiovisuelles. Comment est-ce que, justement, on met déjà un pied dans ce que sera demain, Rodolphe? Oui, je me suis dit c'était pour toi. Waouh, comment on met un pied dans ce qui sera demain? Le métier de demain, il existe déjà. C'est-à-dire que le métier de demain, c'est des scénaristes qui écrivent des belles histoires, c'est des diffuseurs qui vont trouver que cette histoire elle correspond exactement à ce que leurs spectateurs attendent. Je dirais que ce qui va peut-être changer demain, c'est que on aura des acteurs qui vont être très différents et qui auront des moyens de communiquer avec leurs spectateurs qui seront différents de ceux qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire que si je prends un groupe comme TF1, et je dévoile pas de secret en disant que Gilles Pélisson aime parler de full vidéo, c'est-à-dire que la réflexion qu'on a sur TF1 aujourd'hui, c'est plus de dire on a une chaîne qui est une chaîne premium qui peut atteindre 6, 7, 10 millions de spectateurs, mais on veut aussi être une chaîne qui peut atteindre des publics plus ciblés, qui peut en TNT, mais qui peut aussi être un acteur de la SVOD, de la VOD, et donc en fait, au travers de ces multiples possibilités d'accès au programme, on va toucher des publics différents, on va produire des programmes différents, plus ou moins chers, plus ou moins créatifs, plus ou moins longs. Et donc je crois que ce qui reste à inventer aujourd'hui, c'est la façon dont nous, producteurs, on va attirer des talents pour leur permettre, sur la durée, de s'inscrire dans une démarche d'évolution et de fidélité avec nous pour travailler sur des créations audiovisuelles de 5 minutes ou de 3 minutes, puis de 15 minutes, puis pour répondre à différents publics et faire grandir des talents. Je crois que on l'a beaucoup dit, hein, aujourd'hui notre vrai savoir-faire, c'est de développer un écosystème qui va permettre à des talents de s'exprimer et on a une très grande responsabilité en tant que producteur d'accompagner des jeunes talents, de leur permettre de se développer et on ne peut pas leur donner tout de suite le budget d'une série de 8 PT. On ne peut pas faire liaison. La production qu'on a fait Apple Plus entre Ringside et Léonis, on ne peut pas confier ça à un jeune producteur ou à un jeune auteur qui vient de démarrer. Mais par contre, l'enjeu pour nous et l'ambition, c'est de les amener à pouvoir demain rêver et se développer et créer ce type de série. Donc je dirais que créer des écosystèmes et des sociétés dans lesquelles les talents vont avoir envie de s'exprimer et de se développer, c'est un des gros challenges pour nous. Laetitia, ouais. Et ensuite Ingrid. Oui, la question des jeunes talents, de l'avenir des jeunes talents, c'est un point central, parce que si la France a donc un rôle aussi aujourd'hui observé, et on peut parler de toutes ces coproductions et tous ces projets, c'est parce que nos créateurs français savent raconter des histoires et savent bien raconter des histoires. Donc on a quand même un vrai enjeu de pouvoir tous, autant qu'on est, librement créer des projets avec des talents
qui ne se retrouvent pas sous exclusivité de l'un ou de l'autre. On en parle pas mal maintenant pour les comédiens, on en parlera, ou on en a parlé sur les scénaristes, mais on a tous un enjeu collectif, nous tous ici présents, qu'il y ait des jeunes générations qui puissent être formées à tous les métiers qui sont nos métiers. Donc c'est pas que l'écriture, c'est les métiers artistiques, les métiers techniques, les métiers administratifs, parce que aujourd'hui il y a un tel volume de production en France que ça devient compliqué de trouver des directeurs de production, des administrateurs. Administrateur, c'est un métier, il n'y en a plus. Donc voilà, c'est un vrai enjeu que tous les maillons de cette création française qui a beaucoup d'atouts aujourd'hui puissent être là en nombre, formés et qui ne soient pas captés par des sociétés, notamment étrangères, qui les garderaient, parce que de toute façon, l'idée peut être sans doute séduisante, mais un créateur, c'est quand même quelqu'un qui a besoin de respirer et d'avoir les yeux ouverts et de ne pas être enfermé, je pense. Des talents, des cerveaux et des mains dans le cambouis surtout. Ingrid, est-ce que justement cet écosystème de demain, ces industries, encore une fois créatives et de la création de contenu, elles vont aller chercher ce dialogue dont Rodolphe nous rappelle l'importance, quelle que soit la langue, quels que soient les écrans, quels que soient les formats? Oui, le projet européen de Arte, on a Arte.tv qui est une plateforme européenne, et c'est vrai que l'ambition de Arte, c'est évidemment de toucher tous les publics, et ça passe par l'accessibilité. Ce n'est pas seulement que la disponibilité des contenus sur la plateforme, mais aussi qui la regarde et dans quelle langue. Et donc notre projet, et on échange beaucoup avec les institutions, et puis avec Europe Créative et la Commission européenne, justement pour pouvoir avoir les moyens de pouvoir rendre accessibles les projets dans toute langue pour le public européen. Et c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. Et, voilà, et quand on se dit comment on se projette dans quelques années, c'est de réfléchir à 3 bouquets. On a une éditorialisation sur les 3 plateformes, on va dire l'antenne, le Arte.tv, la plateforme européenne, et puis les réseaux sociaux. Et quand je dis tout public, c'est tout âge aussi. C'est important de faire venir les jeunes aussi sur nos projets, et ça se construit, chaque projet est différent. Carole et Nicolas, je vais me permettre de boucler, si j'ose dire, ce débat avec vous, car il nous reste 2 minutes très précisément pour pouvoir finir d'apporter des réponses à ces questions. S'il y avait une valeur ajoutée à garder pour la France au cœur de ces réseaux européens, ce serait laquelle ? Et laquelle de ces qualités, de ces valeurs ajoutées, nous permet justement de construire cet écosystème pour demain ? Vaste question s'il en est, mais je sais que vous allez très bien vous en sortir. 2, allez, vraiment, je vous en offre plusieurs. C'est de créer un environnement, justement, de préserver un environnement pour les talents au sens large qui soit le plus inspirant possible, protecteur possible. Donc, de quelle manière ça se ferait je pense par une protection des droits. Je pense qu'on a tous dit finalement que les talents étaient au cœur de la création, et que la création, quelles que soient ses modalités, technicités, modes de diffusion, ça restera toujours des femmes et des hommes qui écrivent des histoires et des gens autour d'eux qui les accompagnent pour porter ces histoires à l'écran. Donc si on n'arrive pas à renouveler nos talents, à les former plus, talents au sens large, c'est vrai qu'on perdra sans doute notre faculté à le faire, mais je pense qu'on en est conscient. On a des écoles, on a lancé. En tout cas, c'est vraiment pour moi le cœur de notre avenir, c'est de développer cette création. J'ai dépassé mon temps imparti, mais en tout cas par tous les moyens possibles, que ce soit juridique, de formation. Il y a beaucoup de.
protéger ces talents, les accompagner, quels que soient justement les moyens. C'est un peu le quoi qu'il en coûte finalement pour l'avenir de la création. Nicolas, le mot de la fin avec vous. Écoutez, c'est quelle responsabilité. Non, moi je crois que la France, au cœur des réseaux européens, c'est la conscience peut-être aiguë, je le disais, du marché européen, encouragé aujourd'hui, poussé aujourd'hui. C'est aussi ce qu'on a dit et ce que Laetitia très brillamment résumé sur le problème des prisons que nous avions dans nos têtes, sur les langues et sur les préjugés culturels en fait qui étaient des freins, qui ne le sont plus ou qui ne doivent pas l'être. Et ces deux choses sur la coproduction. La coproduction, et Carole l'a dit avec une certaine pudeur, mais je vais le dire plus clairement, la coproduction c'est aussi quelque chose de patrimonial que ne permet pas l'alternative du streamer. C'est un choix, je le disais, mais c'est un choix aussi qui coûte à des producteurs. Donc le choix patrimonial de la coproduction, c'est aussi de préserver l'actif des producteurs. Et pour conclure aussi sur les talents, c'est aussi la transparence. Et c'est ce que je crois que vous essayez d'évoquer. Parce que les créateurs, soyons réalistes, ils ont envie de créer. Donc qu'un streamer ou un producteur indépendant dans le cadre d'une coproduction, quelque part, ils sont très vite agnostiques. À deux choses près, me semble-t-il, à deux choses près. La première, c'est la liberté et la protection de cette liberté qu'on leur offre dans la division du travail, parce que la division du travail, c'est vrai que c'est beaucoup de gens, mais respecter le travail des créateurs dans le cadre de la coproduction, c'est sans doute plus facile, ou c'est parfois, disons, plus facile qu'avec un studio digital. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui a également été mentionnée, c'est la transparence. C'est que la transparence, c'est important d'un point de vue financier, c'est l'aspect patrimonial, mais c'est très important d'un point de vue symbolique pour un créateur. Qu'est-ce que vaut ce que je fais si je ne sais pas si ça a été vu ? Qu'est-ce que vaut ce que je fais si les critiques arrivent au compte-gouttes, ou si je n'ai pas accès au festival, ou si mes pairs ne sont pas au courant que c'est diffusé ou que c'est à voir ? Et je crois que l'avenir de la coproduction, le biais que fait rentrer la coproduction dans ce domaine univers, la force de la coproduction et la force de la France dans la coproduction, c'est bien sur ces aspects-là. Patrimoniaux, bien évidemment, mais ça fait corpo. Mais aussi du point de vue de ce que ça représente, le travail créatif, dans la division du travail et dans la transparence. Merci infiniment pour ce dernier point. Pour construire son futur, il faut connaître aussi son passé, donc son patrimoine. Merci infiniment Nicolas Brigot-Robert, merci Carole Scotta, merci Ingrid Libercier, merci Laetitia Recat et merci Rodolphe Buet. Je pense que vous pouvez les applaudir.